Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Alors je vous l'ai déjà dit, je ne me considère absolument pas comme un coach sportif. Alors certes, je maîtrise pas mal de montres GPS, je maîtrise pas mal d'algorithmes qu'on trouve sur ces montres. Je suis donc capable de donner des petits conseils, expliquer comment ça fonctionne, expliquer comment on devrait utiliser différents outils. Mais je ne suis pas capable de construire un programme d'entraînement pour une saison, pour un triathlète ou quelqu'un qui voudrait faire un marathon. Pour quelqu'un qui veut performer, c'est essentiel de comprendre toutes les statistiques qu'il peut sortir de sa montre GPS. Parce que c'est pas tout d'accumuler des données, d'avoir toujours plus en plus de capteurs, toujours plus d'algorithmes, de passer toujours plus de temps à regarder des statistiques sur une application. Si derrière, on ne prend pas de décision sur qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que je vais traduire ça en décision sur mon entraînement, ça ne sert à rien. Et c'est là tout l'art du coach. C'est en fait d'être capable d'analyser ces données et de ne pas faire juste des relations que pourrait faire un robot en disant ça monte c'est bien, ça descend c'est pas bien. Les statistiques, elles doivent servir à comprendre comment s'entraîner mieux, comment être plus efficace et c'est absolument pas une fin en soi. Si l'entraînement était une science, alors on n'utiliserait que les données. Et ces données, elles nous serviraient à piloter l'entraînement. Avec les montres qu'on a maintenant, on peut être tenté d'utiliser toutes ces statistiques, la fréquence cardiaque, la puissance en course à pied comme en vélo, puisque ça se démocratise, la charge d'entraînement. Et du coup, on aurait tendance à se dire, tiens, demain, je vais faire une séance avec un training stress score de 85. Donc, je vais courir 56 minutes à 253 watts et ça me fera un TSS de 85. Ouais, c'est bien 85. Mais ce n'est pas le but de l'analyse des données d'entraînement. L'objectif, c'est de collecter des données pour comprendre ce qui se passe, dans le but de prendre des décisions qui vont augmenter vos chances de succès. C'est-à-dire d'arriver au pic de forme au bon moment ou bien d'arriver à battre son record personnel sur une course. Alors dans le genre aberrant, j'ai vu cette semaine, et c'est véridique, je l'ai vu sur Facebook, un gars qui poste une photo du widget de VO2 max de sa montre qui affichait 47 et qui demandait quel entraînement je dois faire pour avoir 48 de VO2 max. Mais ça, c'est complètement aberrant. Enfin, j'ai jamais vu un seul programme d'entraînement qui visait à obtenir 48 de VO2 max et il n'y a pas de programme pour atteindre 50 de VO2 max. En fait, ce n'est pas une finalité en soi d'avoir un VO2 max. D'ailleurs, pour vous dire à quel point ce n'est pas une finalité en soi, j'avais fait un article sur le blog qui analysait les résultats des recherches pour Nike lorsqu'ils cherchaient à sélectionner quel était le meilleur athlète pour faire leur tentative de record Breaking 2, passer le marathon en moins de 2 heures. Et il se trouve que donc Eliud Kipchoge, qui a été choisi à la fin, c'est absolument pas l'athlète qui avait le meilleur VO2 max, parce qu'il n'y a pas que ça qui rentre en compte. Il y a le seuil lactique, il y a l'économie de foulée. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte et le VO2 max, ce n'est pas une fin en soi. Donc l'application de règles scientifiques et de chercher à viser des nombres, c'est pas ça, ça marche pas. Pour moi, l'entraînement, c'est plutôt un art. Et l'analogie avec la musique fonctionne très bien. Imaginez que chaque entraînement, c'est une note. Et un programme d'entraînement, c'est une mélodie. Donc jouer une note sur un piano, on sait tous le faire. Bon, c'est pas ça qu'on appelle de la musique. Jouer des notes au hasard sur un piano, c'est pareil, on sait tous le faire, mais c'est assez horrible à l'oreille, c'est pas de la musique agréable. Eh bien, l'art du coach, c'est de composer une mélodie et de faire enchaîner les notes de manière harmonieuse, tout simplement. Donc il va y mettre des graves, des aigus, des croches, des noirs. Ça, c'est des séances de seuil, de fractionnés, d'endurance fondamentale, etc. Ensuite, il va analyser les harmoniques, par exemple, pour faire des accords. Ça, c'est, par exemple, il va suivre la charge d'entraînement pour voir si ça fonctionne bien ensemble. Et puis, il va être capable de réécrire une partie de la mélodie. Si jamais quelque chose ne vous plaisait pas, parce que ça ne marchait pas sur vous, ou que ce n'était pas harmonieux, il va adapter un petit peu son plan de départ, il va changer votre programme d'entraînement, il va réécrire une partie de la mélodie.
Le risque quand on n'a pas les connaissances de ce coach, c'est de se concentrer sur les stats et d'oublier complètement la partie des sensations. Le problème qu'on rencontre maintenant, c'est qu'on a mis dans les mains des gens des statistiques de plus en plus évoluées, des algorithmes de plus en plus compliqués et que les gens utilisent sans vraiment les comprendre en fait. C'est qu'ils ont ajouté un bijou de technologie sans jamais se former, sans jamais apprendre à s'en servir, comme un coach, lui, s'est formé. En gros, ils ont appris toutes les notes des gammes et puis ils croient que tout seuls, ils vont arriver par leur expérience à composer du Mozart. Bien évidemment, plus on accumule de données et plus on se pose la question de la pertinence des sensations ou de la place de l'intelligence de l'athlète dans ce système. Avec le développement des algorithmes, maintenant, il y a pas mal de Garmin, de Polar et de Suunto qui sont capables de vous créer des entraînements quotidiens et de vous dire quelle séance de sport faire tous les jours. Mais derrière ça, le risque, c'est que l'athlète devienne une machine et que son cerveau il soit remplacé par sa montre. Donc en général, les coachs ils suivent par exemple la charge d'entraînement. Donc c'est une donnée, souvent on reprend le Chronic Training Load, c'est CTL parce que c'est une donnée qui est issue de Training Peaks. Et l'analyse un peu simpliste, c'est de dire, plus la charge d'entraînement est élevée, et mieux c'est. Parce que plus on s'entraîne, plus on progresse. Bon, si vous faisiez une séance de dingue tous les jours pendant une semaine, vous pouvez dépasser 1400, 1500 points de score de Training Stress Score. Toujours, c'est une notion de Training Peaks. Mais bon, est-ce que vous auriez réellement amélioré votre condition physique à la fin de la semaine? Est-ce que le 8e jour, si vous aviez à courir un marathon ou chercher à battre votre record personnel sur 10 km, est-ce que vraiment cette semaine d'entraînement de dingue, elle vous aurait apporté quelque chose? Et tout l'art d'un coach, ça va être d'augmenter la charge d'entraînement de manière progressive avec peut-être des phases effectivement de montée et puis des phases de plateau, de consolidation, tout simplement pour donner le temps au corps de s'adapter et de récupérer. Ça va déjà permettre d'éviter le surentraînement, d'éviter ou de diminuer en tout cas le risque de blessure. Puis de toute façon, il faut bien comprendre une chose, c'est que la charge d'entraînement, il y a une asymptote en fait. On ne peut pas toujours faire que monter, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. C'est pas possible. Il y a forcément un plafond. Un coach, lui, il va être capable d'aller chercher les 5 derniers pourcents de performance qui manquent pour que vous puissiez atteindre votre potentiel max. Ce que ne pourra pas faire un algorithme. Un algorithme, ça va être assez générique. De ce que j'ai remarqué, c'est assez conservateur pour l'instant ce qu'on trouve chez les différentes marques qui proposent des suggestions d'entraînement. Alors que le coach, lui, il va faire parler son instinct, son expérience, et puis il va être capable de dire bon, normalement, c'est pas comme ça qu'on devrait appliquer telle règle, mais pour toi, je vois que ça marche bien, donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin, te pousser un petit peu plus, et du coup, voilà, il va arriver à grappiller les quelques derniers pourcents pour gagner quelques secondes sur une course, une minute si c'est une course un peu longue. Voilà, c'est là qu'il fera la différence, le coach. Et c'est là que c'est un art et pas simplement une science, le coaching, puisque si c'était une science, il y aurait des règles, on appliquerait les règles et on saurait que les règles fonctionnent. Sauf que la pratique démontre bien que ce n'est pas le cas. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a une chose qu'on ne pourra jamais mesurer, c'est tout ce qui tourne autour de la motivation. Alors, qui peut avoir deux effets. Ça peut avoir un effet positif, c'est-à-dire vous allez avoir un boost d'énergie pour aller dépasser vos limites, aller au bout de vous-même et battre un record personnel qui est complètement inespéré. Moi, alors sans aller jusque-là, mais l'été dernier, j'ai fait un marathon en off avec des collègues. Je l'ai tourné en 3h56, là où le prédicteur de course de ma Garmin m'annonçait 4h23, je crois, de mémoire. Donc c'est bien la preuve que ces algorithmes ne sont pas toujours dans le vrai. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur la gestion de course que j'avais faite sur ce marathon. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo.
Et puis il y a le côté aussi négatif de la motivation. Ça peut être le manque de motivation, la fatigue suite à une mauvaise nuit, des jambes qui ne répondent pas le jour J. Voilà, on a tous des jours avec et des jours sans. Donc je ne suis pas du tout en train de faire une vidéo anti-montre GPS, mais je dis simplement qu'il ne faut pas prendre les données en tant que telles, juste pour des valeurs, avec des objectifs à viser, mais plutôt les incorporer dans une analyse pour prendre des bonnes décisions pour adapter son entraînement. Et donc, dans cet objectif-là, les données, elles vont nous permettre de prendre des meilleures décisions grâce à simplement une évolution qui permet de voir si on est sur le bon chemin, grâce à des données d'ambiance comme la qualité du sommeil, l'adaptation à la chaleur, et puis un historique de données quand vous replongez dans les statistiques sur le passé pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et vraiment voir si quand vous avez changé des points dans votre méthode d'entraînement, si ça a eu les effets escomptés sur vos performances qui ont été mesurées. En guise de conclusion, je dirais utilisez les données de votre montre GPS. C'est un formidable outil. Mais cherchez à comprendre d'où elles viennent, à comprendre comment elles sont calculées, à comprendre à quoi elles servent. Et ensuite, utilisez ces données pour prendre des décisions sur l'évolution de votre entraînement. Mais je le rappelle, les données ne sont pas une finalité. Aujourd'hui, il n'existe aucune donnée à partir de laquelle vous pouvez dire « ça y est, j'ai atteint 100, donc je suis prêt, demain je vais aller battre mon record personnel ou je vais aller gagner une course ». Ça n'existe pas. Donc utilisez des données, un maximum de données, de récupération, de charge d'entraînement, de puissance, etc. Et puis si vous posez des questions, vous pouvez venir voir des vidéos sur la chaîne, des articles sur le blog. Abonnez-vous à cette chaîne pour voir plus de conseils parce qu'il n'y a pas que des tests sur la chaîne Montre Cardio GPS.